Le téléphone a vibré à exactement 5h03 du matin, me tirant brutalement du sommeil dans ma chambre d'enfant. J'ai plissé les yeux vers l'écran, m'attendant à une urgence ou à un mauvais numéro. Au lieu de cela, j'ai trouvé 2 SMS qui allaient briser mon monde entier en moins de 60 secondes. Le premier venait de maman: nous avons utilisé tes économies pour payer les frais de scolarité de l'école de droit de ton frère. Tu remettras l'argent avant janvier. Puis la suite de papa est arrivée comme un coup de poing dans le ventre: tu vis ici gratuitement. Commence à te rendre utile. 43 000 $. 6 ans de ma vie envolée. J'ai fixé l'écran du téléphone jusqu'à ce que les mots brûlent mes rétines, mon cerveau refusant de traiter ce que je venais de lire. 43 217 $. Chaque centime que j'avais gratté depuis mes 20 ans. Travailler 60 heures par semaine chez Thomson Electronics pendant que mes amis faisaient la fête à la fac. Chaque dîner sauté, chaque rendez-vous annulé, chaque fois que j'avais choisi des nouilles instantanées plutôt qu'un repas décent. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais mon application bancaire, priant pour que ce soit une blague cruelle. L'écran s'est chargé lentement, chaque seconde s'étirant en éternité. Solde du compte, 437 $. Mon compte d'épargne, celui que j'avais alimenté religieusement pendant 6 ans, montrait un retrait daté d'hier après-midi, 42 780 $, virement électronique, autorisé par le titulaire du compte. Mais je n'avais rien autorisé du tout. Je me suis assis sur le bord de mon lit en fixant le poster délavé de Superman que je n'avais jamais pris la peine d'enlever et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas seulement de la déception ou de la colère, mais quelque chose de plus profond. La confiance, peut-être. Le fondement de tout ce que je croyais sur la famille, sur l'équité, sur le travail acharné et l'économie pour ses rêves. Mon téléphone a vibré à nouveau. Jake, mon frère de 24 ans, l'enfant doré qui avait traversé son diplôme de premier cycle à Yale pendant que je travaillais dans le commerce de détail pour aider à payer ses dépenses. Merci, frérot. Ça signifie tout pour moi. Je te rembourserai après mon diplôme et quand j'aurai décroché un poste dans un grand cabinet. Promis. Le ton décontracté, les points d'exclamation, la supposition que je me contenterais de me coucher et d'accepter ce vol. Parce que c'était ça, n'est-ce pas? Du vol. Ils avaient pris mon argent sans demander, sans en discuter, sans même avoir la décence de me réveiller et d'expliquer. Je me suis dirigé vers mon bureau, un truc en aggloméré bon marché que j'avais acheté dans un vide-grenier quand j'avais 19 ans. Posé dessus se trouvait un dossier manille que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des emails imprimés et des notes manuscrites, la documentation de chaque transaction suspecte, chaque fois que mes parents avaient demandé mes informations de compte pour des raisons fiscales. Chaque cas où de l'argent avait mystérieusement bougé à mon insu. Parce que ce n'était pas la première fois. En ouvrant le dossier, j'ai trouvé les preuves que je collectais depuis 2 ans. De petits retraits au début, 50 $ par-ci, 100 par-là, toujours avec des explications. Réparation de voiture d'urgence où ta grand-mère avait besoin de médicaments où on remettra ça la semaine prochaine. Mais ils n'ont jamais remis ça. Les retraits étaient devenus plus importants et plus fréquents et j'avais commencé à garder une trace. La transaction suspecte la plus ancienne remontait à 18 mois. 2 000 $ retirés un mardi après-midi alors que j'étais au travail. Quand j'avais posé des questions à ce sujet, maman avait prétendu que c'était pour les manuels scolaires de Jake. 1 500 $ pour des manuels semblaient excessifs, mais je lui faisais confiance. Confiance. Ce mot semblait toxique maintenant. J'ai feuilleté page après page de preuves. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais que je n'avais jamais faits. Des demandes de prêt avec mon numéro de sécurité sociale que je n'avais jamais signé. Des relevés bancaires montrant des transferts entre des comptes dont j'ignorais l'existence. Ils me volaient systématiquement, et j'avais été trop naïf, trop confiant, trop désespéré de croire en la loyauté familiale pour le voir clairement. Mon téléphone a sonné. La photo de contact de papa, une photo de Noël dernier où il souriait et tenait une bière. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis écouté le message. Perry, il faut qu'on parle. Descends quand tu auras ce message et calme ton attitude. Nous sommes une famille et la famille s'entraide. L'avenir de ton frère dépend de cette éducation et tu es égoïste. Rappelle-moi. Égoïste. J'étais égoïste de vouloir garder l'argent que j'avais gagné, économisé et pour lequel je m'étais sacrifié. L'avenir de Jake était plus important que le mien parce qu'il était l'intelligent,
celui avec du potentiel, celui qui n'avait jamais travaillé un jour dans le commerce de détail ou la restauration. J'avais moi-même prévu de faire des études supérieures, peut-être un MBA ou une maîtrise en informatique. Ces rêves semblaient risiblement naïfs maintenant, assis ici à 5h30 du matin avec mon compte en banque vidé et ma famille me traitant comme un distributeur automatique. Mais alors que j'étais assis là tenant le dossier de preuves que j'avais compilé, quelque chose a changé en moi. Le choc s'estompait, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus concentré. Il pensait pouvoir me voler, et que je l'accepterais simplement. Il pensait que j'étais faible, docile, le paillasson de la famille qui suivrait toujours pour s'entendre avec tout le monde. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. À 6h15, j'avais 3 valises remplies de tout ce qui comptait. Vêtements, électronique, documents importants et ce dossier manille. J'ai bougé silencieusement dans la maison, prenant soin de ne pas réveiller mes parents. Ils pensaient probablement avoir lâché leur bombe et pouvoir dormir paisiblement pendant que je traitais leur trahison. J'ai fait 2 voyages jusqu'à ma Honda Civic, chargeant tout dans le coffret sur la banquette arrière. La voiture avait 8 ans avec 160 000 miles au compteur, mais elle était à moi. Payée avec l'argent que j'avais gagné, immatriculée à mon nom seul. Ils ne pouvaient pas me prendre ça. Avant de partir, je suis retourné dans la cuisine et j'ai placé une photocopie du contenu du dossier sur la table du petit déjeuner où ils la verraient immédiatement. Chaque relevé bancaire, chaque transaction frauduleuse, chaque élément de preuve que j'avais rassemblé. La page de couverture était une note manuscrite, puisque nous discutons de ce qui est juste, soyons complètement honnêtes sur l'endroit où l'argent est vraiment allé. J'ai traversé la ville jusqu'aux appartements Riverside où vivait mon ami Marcus. Nous nous connaissions depuis le lycée, et il était l'une des rares personnes qui ne m'avait jamais jugé pour avoir vécu à la maison ou travaillé dans le commerce de détail pendant que mes camarades de classe poursuivaient des carrières. Marcus travaillait comme assistant juridique dans un petit cabinet d'avocats et comprenait comment le monde fonctionnait vraiment. J'ai frappé à sa porte juste après 7 heures, sachant qu'il serait réveillé pour se préparer au travail. Il a ouvert portant une chemise habillée et une cravate, tasse de café à la main, l'air confus de me voir debout là avec des bagages. « Perry, qu'est-ce qui se passe, mec ? Ma famille vient de me voler 43 000 $. Je peux squatter ton canapé pendant que je vois quoi faire ensuite. » Marcus s'est écarté immédiatement, me faisant signe d'entrer dans son appartement petit mais bien rangé. « Entre, raconte-moi tout. » Je me suis assis à sa table de cuisine et j'ai expliqué les événements de la matinée, lui montrant les SMS et les relevés bancaires. Marcus écoutait sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. « Ce n'est pas juste un drame familial, a-t-il dit quand j'ai fini. C'est de la fraude, du vol d'identité. Probablement plusieurs crimes selon la façon dont ils ont accédé à ton compte. » Je sais, ai-je dit en ouvrant le dossier manille. C'est pourquoi j'ai tout documenté. Les yeux de Marcus se sont écarquillés alors qu'il examinait les preuves. Des relevés bancaires remontant à 2 ans montrant un modèle de retrait non autorisé. Des emails imprimés où mes parents avaient demandé mes informations de compte sous de faux prétextes. Des photos de documents que j'avais trouvés dans le bureau de mon père, y compris des copies de ma carte de sécurité sociale et de mon permis de conduire. Perry, c'est de l'or. Tu as monté un dossier sans même t'en rendre compte. Regarde ça. Il a pointé un relevé bancaire d'il y a 14 mois. Ce retrait a eu lieu un jour où tu travaillais, n'est-ce pas? Je m'en souviens parce que tu ne pouvais pas venir à ma fête d'anniversaire. J'ai hoché la tête. J'ai fait un double quart de travail ce samedi-là. J'étais au magasin de 8 heures du matin jusqu'à minuit. Donc, il n'y a aucune chance que tu aies pu autoriser cela en personne. Et regarde les détails de la transaction. Elle a été traitée dans une agence du centre-ville, nulle part près de ton lieu de travail, mais tes parents vivent à 15 minutes de cette agence. Marcus a sorti son ordinateur portable et a commencé à prendre des notes. Nous devons tout documenter. Heure, date, ton travail, emploi du temps, leurs mouvements. S'ils ont fait ça systématiquement, il y aura une trace écrite qui prouve la préméditation. Mon téléphone a commencé à sonner. La sonnerie de maman, un carillon doux que j'avais choisi parce que je voulais penser à elle comme le parent attentionné et nourrissant. Maintenant, cela sonnait comme une alarme me prévenant d'un danger. J'ai montré l'écran à Marcus. 7e appel au cours de la dernière heure. Ne réponds pas encore. Organisons tout d'abord. Si ça va là où je pense que ça va,
Chaque conversation à partir de maintenant doit être documentée. Comme sur un signal, mon téléphone a vibré avec un texto de Jake. Maman flippe à propos de papier que tu as laissé. C'est quoi ton problème? On est une famille. Remplace juste l'argent comme ils ont dit et arrête d'être dramatique. Marcus a lu par-dessus mon épaule et a secoué la tête. Ton frère est dans le coup. Ce texto prouve qu'il savait que l'argent avait été pris sans ta permission et qu'il est d'accord avec ça. Sauvegarde ça. Fais une capture d'écran de tout. J'ai senti une nouvelle vague de trahison m'envahir. Jake n'était pas seulement le bénéficiaire du vol. Il était un participant actif. Le petit frère que j'avais aidé pour ses devoirs, conduit à l'entraînement de football et couvert quand il avait des ennuis. Il savait qu'il me volait et ne s'en souciait pas. Il y a autre chose, ai-je dit en faisant défiler mon téléphone. Regarde ce fil de discussion d'il y a 3 semaines. J'ai montré à Marcus une conversation où Jake m'avait interrogé sur mon fonds universitaire et si je prévoyais de l'utiliser bientôt. À l'époque, je pensais qu'il faisait juste la conversation. Maintenant, je réalisais qu'il avait rassemblé des renseignements pour le casse. Il planifie ça depuis des semaines, peut-être des mois, a dit Marcus. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois c'était papa et je pouvais voir la colère dans sa photo de contact. Marcus a fait un signe de tête vers le téléphone. Réponds, mais mets-le sur haut-parleur. Nous avons besoin d'entendre ce qu'il dit. J'ai glissé pour accepter l'appel, mon cœur battant la chamade. Quoi? Où diable es-tu? La voix de papa a retenti à travers le haut-parleur. Rentre à la maison tout de suite. Nous devons en discuter comme des adultes. Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit calmement. Nous pouvons en discuter par le biais d'avocats si nécessaire. Avocat? Es-tu devenu fou? Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, mis un toit au-dessus de ta tête. Tu nous dois tout ce que tu as. Je vous dois de la gratitude pour m'avoir élevé. Je ne vous dois pas 43 000 $. Cet argent va vers l'éducation de ton frère. C'est un investissement dans l'avenir de la famille. Tu es égoïste et à courte vue. Marcus prenait frénétiquement des notes, capturant les mots exacts de papa, admettant qu'ils avaient pris l'argent, le justifiant comme un droit basé sur le fait d'être mes parents. M'avez-vous demandé la permission avant de le prendre, ai-je demandé. Nous n'avons pas besoin de ta permission. Tu es notre fils. Ce qui est à nous est à nous, et ce qui est à toi est à nous aussi. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Alors nous avons des définitions très différentes de la famille, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. Marcus a levé les yeux de ses notes, secouant la tête avec étonnement. Il vient d'avouer le vol lors d'un appel enregistré devant un témoin. Il pense vraiment avoir droit à tout ce que tu as gagné. Mon téléphone a immédiatement vibré avec un texto de maman. Si tu ne rentres pas à la maison et ne t'excuses pas auprès de ton père tout de suite, tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. J'ai montré le message à Marcus qui a sifflé bas. Il panique. Bien. La panique rend les gens négligents et ils sont déjà assez négligents. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé. Marcus a fermé son ordinateur portable et m'a regardé sérieusement. Maintenant, on appelle la police. À la table à manger de Marcus, entouré de preuves qui brossaient un tableau accablant d'abus financiers systématiques, j'ai réalisé que le vol était bien plus sophistiqué que je ne l'avais compris au départ. Marcus avait étalé 2 ans de relevés bancaires par ordre chronologique, et le schéma était indubitable. Regarde cette progression, a dit Marcus en pointant des entrées surlignées. Ils ont commencé petits. 50 $ par-ci, 100 par-là. Testant pour voir si tu remarquerais. Quand tu n'as pas fait d'histoire, ils sont devenus plus audacieux. Les premiers retraits avaient été dispersés, irréguliers. Mais à partir d'il y a environ 8 mois, ils ont développé un rythme. Toutes les quelques semaines comme une horloge. Toujours les jours où je faisais de longs quarts de travail, toujours depuis des agences que je ne visitais jamais. Voici ce qui m'inquiète vraiment, a continué Marcus en sortant un rapport de crédit qu'il m'avait aidé à demander en ligne. Regarde ces comptes que tu n'as jamais ouverts. 3 cartes de crédit, un prêt personnel, une ligne de crédit liée à ce qui semblait être une entreprise que je n'avais jamais lancée. Tous ouverts en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Tous avec mes parents listés comme utilisateurs autorisés. La dette totale qu'ils ont accumulée en ton nom dépasse les 87 000 $.
Marcus a dit, l'argent qu'ils ont volé de tes économies n'est que la pointe de l'iceberg. Je me suis senti physiquement malade. Comment est-ce possible? N'ont-ils pas besoin de ma signature pour ce genre de choses? Ils devraient, mais s'ils ont accès à tes informations personnelles et s'ils sont bons pour forger des signatures. Marcus s'est tu, sortant un autre document. Regarde cette demande de prêt. Est-ce que cette signature ressemble à la tienne? C'était proche. Inconfortablement proche. Quelqu'un s'était entraîné à copier mon écriture, étudiant la façon dont je formais les lettres, la pression que j'appliquais, l'espacement entre les mots. Mon téléphone a sonné à nouveau. Jake, cette fois. J'ai répondu immédiatement et l'ai mis sur haut-parleur. Perry, c'est quoi ces conneries que maman a trouvées sur la table de la cuisine? Tu vas vraiment en faire tout un plat? C'est juste de l'argent. Je te rembourserai quand je serai avocat. Quand exactement cela sera-t-il, Jake? Et combien d'intérêts prévois-tu de payer sur un prêt de 87 000 $? 87 000? De quoi tu parles? Ils n'ont pris que 43. Marcus et moi avons échangé des regards. Jake ne connaissait sincèrement pas toute l'étendue de ce que nos parents avaient fait. Vérifie tes relevés bancaires, Jake. Regarde d'où viennent tes paiements de scolarité depuis 2 ans. Ce n'était pas juste ce virement unique. Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre taper en arrière-plan. Probablement Jake se connectant à son compte étudiant. C'est impossible. Maman a dit qu'ils avaient économisé pour mon éducation. Ils ont économisé en me volant systématiquement pendant 2 ans, ai-je dit, et ils ont utilisé mon identité pour ouvrir des comptes de crédit pour couvrir le reste. Je regarde des prêts que je n'ai jamais signés, des cartes de crédit que je n'ai jamais demandées, une dette qui va détruire ma cote de crédit. Perry, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était si grave. Je pensais qu'ils avaient juste utilisé ton compte d'épargne pour les frais de scolarité de ce semestre. Mais tu savais qu'ils utilisaient mes économies sans demander. Une autre pause. Ouais, mais ils ont dit que tu avais accepté. Ils ont dit que tu m'aidais comme cadeau de fin d'études. Quand est-ce que j'ai accepté ça, Jake? Quand avons-nous eu cette conversation? Silence à l'autre bout. Jake réalisait qu'on lui avait menti aussi, manipulé pour être complice d'un crime qu'il n'avait pas entièrement compris. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé doucement. Je vais déposer un rapport de police pour vol d'identité et fraude. Je vais contacter chaque créancier avec qui ils ont ouvert des comptes et contester les frais. Et je vais m'assurer qu'ils fassent face aux conséquences de ce qu'ils ont fait. Perry, ce sont nos parents. Nos parents sont des criminels, Jake. Et si tu as sciemment bénéficié de l'argent qu'ils ont volé, tu pourrais être complice. J'ai mis fin à l'appel et regardé Marcus, qui hochait la tête avec approbation. Bien. Tu les obliges à affronter la réalité. Plus de loyauté familiale les protégeant des conséquences de leurs actes. Mon téléphone s'est immédiatement allumé avec des textos. Maman, comment oses-tu menacer ton propre frère? Papa, tu détruis cette famille pour de l'argent. Jake, s'il te plaît, ne fais pas ça. Réglons ça en privé. Ils veulent régler ça en privé parce qu'ils savent qu'ils sont coupables, a dit Marcus. Si c'était légitime, ils seraient heureux d'impliquer des parties extérieures pour faire la médiation. Le fait qu'ils paniquent à propos de l'implication de la police te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Marcus a ouvert le site web du service de police local. Le vol d'identité est un crime fédéral. La fraude bancaire est un crime fédéral. Les montants en dollars impliqués en font une affaire criminelle majeure. Ce ne sont pas de petites erreurs. Ce sont des délits criminels graves. Alors que nous nous préparions à partir pour le poste de police, mon téléphone a sonné une dernière fois. Numéro inconnu. Code régional local. Allô? Est-ce Perry Jameson? Une voix de femme, professionnelle et inconnue. Oui. Qui est à l'appareil? C'est la détective Sarah Chen de l'unité des crimes financiers du comté de Montgomery. Nous avons reçu une plainte concernant un vol d'identité potentiel et une fraude impliquant vos comptes. Seriez-vous disponible pour nous parler cet après-midi? J'ai regardé Marcus, confus. Je n'ai pas encore déposé plainte. Nous allions justement au poste pour le faire. La plainte ne venait pas de vous, monsieur Jameson. Elle venait de votre banque.
Lorsque des modèles de vol d'identité à grande échelle sont détectés, les institutions financières sont tenues de les signaler aux forces de l'ordre. Sur la base de l'activité dans vos comptes, cette enquête est en cours depuis plusieurs semaines. Marcus m'a saisi le bras, les yeux écarquillés. Il surveille tes parents, a-t-il chuchoté. Détective Chen, j'ai une documentation complète sur l'activité frauduleuse impliquant mes comptes. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Est-ce que 14 h cet après-midi vous conviendrait à vous et monsieur Jameson? Ne contactez aucune des parties impliquées avant que nous ayons parlé. Cette enquête implique plusieurs victimes potentielles, et nous ne voulons pas compromettre notre capacité à rassembler des preuves. Plusieurs victimes. Mes parents ne m'avaient pas seulement volé moi. Ils avaient mené une opération plus large, et je n'étais qu'une cible parmi d'autres. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le salon de Marcus en essayant de traiter ce qui se passait. En moins de 12 heures, ma compréhension de ma famille avait été complètement brisée. Non seulement il m'avait volé, mais il faisait apparemment partie d'une opération de crime financier assez importante pour attirer l'attention fédérale. Marcus, et si je n'étais pas le seul membre de la famille qu'ils ont volé? Il a hoché la tête sombrement. C'est probablement exactement ce que la détective va te dire. Tes parents ont probablement fraudé systématiquement plusieurs proches et tu étais juste la plus grosse cible parce que tu avais les économies les plus accessibles. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de maman. La police vient de nous appeler. Comment as-tu pu impliquer des étrangers dans les affaires familiales? Nous t'avons mieux élevé que ça. Rentre à la maison immédiatement et nous réglerons ça ensemble. Mais il n'y avait rien à régler. Les dégâts étaient faits, les crimes étaient commis et l'enquête était déjà en cours. Mes parents avaient détruit leur propre famille avec leur avidité et leur sentiment d'avoir droit à tout. Et maintenant, ils faisaient face aux conséquences qu'ils n'avaient jamais pensé voir venir. Le récit de l'enfant doré, la hiérarchie familiale, l'attente que je serais toujours le fils docile qui se sacrifiait pour le bénéfice de tous les autres, tout cela s'effondrait. Et pour la première fois depuis la lecture de ces SMS à 5 h du matin, j'ai ressenti autre chose que de la trahison et de la colère. Je me sentais libre. Le bureau de la détective Chen était situé dans un bâtiment gouvernemental stérile qui sentait le désinfectant et la déception. Elle était plus jeune que je ne l'avais prévu, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux perçants qui semblaient cataloguer chaque détail alors qu'elle examinait mon dossier de preuves. Vous avez vu, monsieur Jameson? Je dois dire que c'est l'une des documentations les plus complètes que j'ai vues de la part d'une victime. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont systématiquement fraudés avant qu'il ne soit trop tard pour rassembler ce genre de preuves. Je savais que quelque chose n'allait pas, ai-je dit. Je ne savais juste pas à quel point jusqu'à ce matin. La détective Chen a étalé mes relevés bancaires sur son bureau à côté de ce qui semblait être un dossier beaucoup plus épais. Ce dont nous sommes sur le point de discuter ne peut pas quitter cette pièce tant que l'enquête n'est pas terminée. Comprenez-vous? J'ai hoché la tête. Vos parents dirigent ce que nous appelons un réseau de fraude familiale depuis au moins 3 ans. Ils ont systématiquement volé plusieurs proches en utilisant des tactiques similaires. Vol d'identité, signature falsifiée, accès non autorisé au compte. Le montant total que nous avons identifié jusqu'à présent dépasse 200 000 $. 200 000 $? Je me sentais étourdi. Qui d'autre, ai-je demandé. Votre grand-mère Eleanor Jameson, votre oncle Tom et sa femme Suzanne, votre cousine Rachel. Tous des membres de la famille âgés ou confiants qui ont donné à vos parents accès à leurs informations personnelles à des fins soi-disant légitimes. La détective Chen a sorti une chronologie qui ressemblait à une opération militaire. Ils ont été très systématiques. Ils ciblent les membres de la famille qui ont des économies mais ne sont pas financièrement sophistiqués. Ils obtiennent l'accès par des demandes légitimes comme l'aide aux impôts ou la mise en place de services bancaires en ligne. Ensuite, ils augmentent progressivement le vol. Combien ont-ils volé à ma grand-mère? 47 000 $ sur 2 ans. Ces paiements de sécurité sociale étaient redirigés vers un compte contrôlé par votre mère. Votre grand-mère vit avec environ 300 $ par mois alors que votre mère disait à la famille qu'elle s'en sortait bien financièrement. J'ai pensé à la dernière fois que j'avais vu grand-mère Eleanor. Elle semblait plus mince, ses vêtements un peu usés, mais elle avait insisté sur le fait que tout était merveilleux quand j'avais demandé si elle avait besoin de quelque chose. J'avais proposé d'aider pour les courses ou les factures, mais elle m'avait repoussé en disant que mes parents prenaient grand soin d'elle. Ils volaient sa sécurité sociale tout en la laissant vivre dans la pauvreté. Monsieur Jameson,
il y a autre chose. Nous pensons que vos parents prévoyaient d'intensifier considérablement leur opération. La détective Chen m'a montré des documents que je n'avais jamais vus auparavant. Demande d'hypothèque, papier de prêt commercial, tous portant des versions falsifiées de ma signature. Ils étaient en train d'obtenir une deuxième hypothèque sur la maison familiale en utilisant vos revenus comme garantie. Ils avaient également demandé un prêt commercial pour démarrer une société de conseil avec vous listé comme emprunteur principal. Si ces demandes avaient été approuvées, vous auriez été responsable de plus de 300 000 $ de dettes que vous n'aviez jamais acceptées. Pourquoi me cibler spécifiquement pour les montants les plus importants? Vous aviez la meilleure cote de crédit et l'historique d'emploi le plus stable parmi leurs victimes potentielles. Ils vous préparaient comme leur source principale pour une fraude majeure. Le vol de vos économies n'était probablement qu'un test pour des stratagèmes beaucoup plus grands. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer pendant notre conversation. Texto après texto de mes parents et de Jake devenant de plus en plus frénétique alors qu'ils réalisaient que je ne répondais pas. La détective Chen l'a remarqué. Puis-je voir ces messages? J'ai remis mon téléphone et elle a fait défiler les tentatives de communication de plus en plus désespérées. Ce sont d'excellentes preuves de conscience de culpabilité, a-t-elle dit. Ils savent qu'ils ont commis des crimes et ils paniquent à l'idée d'être pris. Ce niveau de désespoir signifie souvent qu'ils détruisent des preuves en ce moment même. Que se passe-t-il ensuite? Nous exécutons des mandats de perquisition à leur domicile et dans leur véhicule cet après-midi. Nous saisirons tous les documents financiers, ordinateurs et téléphones. Sur la base des preuves que vous avez fournies et de ce que nous avons déjà rassemblé, nous prévoyons de déposer des accusations fédérales dans la semaine. Accusations fédérales? Fraude électronique, fraude postale, vol d'identité, complot en vue de commettre une fraude. Ce sont des crimes graves passibles d'une peine de prison importante, surtout compte tenu de la nature systématique de l'opération et des montants impliqués. Comme invoqué par notre conversation, mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. Répondez, a dit la détective Chen. Mais mettez-le sur haut-parleur. Je veux entendre ce qu'il dit. J'ai accepté l'appel avec des mains tremblantes. Perry, fils, nous devons arranger ça. Rentre à la maison tout de suite. Ta mère fait une dépression à cause de ce malentendu. Ce n'est pas un malentendu, papa. C'est du vol systématique. Ne sois pas dramatique. Nous avons emprunté de l'argent pour aider ton frère à réussir. La famille est de la famille. Tu le récupéreras quand Jake commencera à gagner un salaire d'avocat. Et les cartes de crédit que vous avez ouvertes à mon nom? Et les prêts que vous avez demandés en utilisant mes informations? Une longue pause. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le prêt commercial de 200 000 $. La demande de deuxième hypothèque, tout signé avec ma signature falsifiée. Perry, tu es confus. Tu as toujours été du genre anxieux à imaginer des problèmes qui n'existent pas. Rentre à la maison et nous allons éclaircir ça. La détective Chen prenait des notes, enregistrant tout. Et les chèques de sécurité sociale de grand-mère Eleanor? Ta grand-mère nous a demandé d'aider à gérer ses finances. Elle vieillit, elle n'est plus aussi vive qu'avant. Nous l'avons protégée de prendre de mauvaises décisions avec son argent. En le volant? Nous n'avons rien volé. Nous gérons les ressources familiales efficacement. Ta grand-mère obtient tout ce dont elle a besoin. 300 $ par mois, c'est tout ce dont elle a besoin. Une autre pause, plus longue cette fois. Je ne sais pas où tu trouves ces chiffres, Perry. Ta grand-mère est à l'aise et bien soignée. La détective Chen m'a fait signe de le faire parler. Papa, la police enquête sur vous depuis des mois. Ils savent tout. Chaque signature falsifiée, chaque dollar volé, chaque membre de la famille que vous avez fraudé. La police? Perry, comment as-tu pu amener des étrangers dans les affaires familiales? Nous t'avons mieux élevé que ça. Quels que soient les problèmes que nous avons, nous les résolvons ensemble en famille. Les criminels ne sont pas de la famille, ai-je dit. Ce sont des criminels. J'ai raccroché et regardé la détective Chen, qui souriait sombrement. Mon téléphone a immédiatement explosé d'appels et de SMS. Jake, la police est à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, comment as-tu pu détruire ta propre famille? Papa, c'est impardonnable. Tu n'es plus mon fils. Monsieur Jameson, je dois vous préparer à ce qui va se passer. Vos parents seront probablement arrêtés dans les prochaines heures.
Votre frère pourrait également faire face à des accusations selon ce qu'il savait sur les sources de ses paiements de scolarité. Cela va devenir très public très rapidement. J'ai pensé à Jake assis dans son appartement d'école de droit regardant ses rêves s'effondrer alors qu'il réalisait que son éducation avait été financée par le vol. Une partie de moi se sentait désolé pour lui, mais une autre partie se souvenait de son rejet désinvolte de mes inquiétudes. Sa supposition que j'accepterais simplement d'être volé pour son bénéfice. Et l'argent qu'ils ont volé? Peut-il être récupéré? Une grande partie? Oui. Nous avons gelé tous les comptes liés à vos parents et nous travaillons avec les banques pour annuler les transactions frauduleuses. Les victimes récupéreront éventuellement la plupart de leurs pertes, bien que cela puisse prendre du temps. La détective Chen m'a tendu une carte de visite. Vous devrez rester disponible pendant les prochaines semaines à mesure que cette enquête se développe. Étage M. Jameson, vous devriez être fier de vous. Votre documentation et votre volonté de vous manifester nous aideront à récupérer l'argent volé pour plusieurs victimes. Votre courage va aider beaucoup de gens. En quittant le poste de police, mon téléphone a sonné une dernière fois, un numéro inconnu. Allô, Perry. C'est ta grand-mère, Eleanor. Je voulais juste t'appeler et te dire à quel point je suis fier de toi pour avoir tenu tête à ces voleurs. Je vis de craquelin et de beurre de cacahuète depuis des mois pendant qu'ils volaient ma sécurité sociale. Merci de me rendre ma vie. Sa voix était plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années, remplie de soulagement et de gratitude. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose d'incontestablement juste. La famille dans laquelle j'avais grandi était détruite. Mais peut-être que quelque chose de mieux pourrait être construit à partir de ces ruines. Les camions des nouvelles locales sont arrivés chez mes parents juste après 15 heures. Marcus et moi avons regardé la couverture depuis son appartement, voyant des images aériennes de véhicules de police entourant la modeste maison à 2 étages où j'avais grandi. Le journaliste parlait d'un ton mesuré d'une enquête importante sur la fraude financière impliquant plusieurs victimes et un vol d'identité systématique. Mon téléphone sonnait constamment, mais j'avais arrêté de répondre aux appels de numéros que je ne reconnaissais pas. La nouvelle se répandait dans notre réseau familial élargi et tout le monde voulait des détails que je n'étais pas autorisé à fournir. La détective Chen a appelé vers 16h30. Ce soir-là, mon oncle Tom a appelé. J'avais toujours aimé Tom. C'était le frère aîné de mon père, un électricien à la retraite qui avait travaillé dur toute sa vie et économisé soigneusement pour sa retraite. Perry, je te dois des excuses, a-t-il dit. Et un merci. Suzanne et moi n'avions aucune idée de combien d'argent il nous avait volé jusqu'à ce que la police nous montre les relevés de compte aujourd'hui. Combien? 38 000 $ sur 18 mois. Ils nous ont convaincus de les laisser aider à gérer nos fonds de retraite. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé de meilleures opportunités d'investissement. Nous leur avons fait confiance parce qu'ils sont de la famille. La voix de l'oncle Tom s'est brisée légèrement. Nous vivons comme si nous étions fauchés depuis plus d'1 an, réduisant tout, inquiets de ne pas avoir assez économisé pour la retraite. Tout ce temps, tes parents volaient notre pécule et nous laissaient souffrir. Le soir venu, j'avais reçu des appels similaires de 3 autres parents. La cousine Rachel, qui avait perdu 22 000 $ après avoir laissé mes parents aider à son règlement de divorce. La grand-tante Margaret, dont les économies avaient été épuisées alors que ma mère prétendait les investir en toute sécurité. Même l'associé de mon père, Frank, qui avait découvert que mes parents avaient détourné des fonds de leur société de conseil commune. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Plus de 15 victimes couvrant 3 générations de familles et d'amis proches. Mes parents avaient systématiquement exploité chaque relation qu'ils avaient, utilisant la confiance et l'obligation familiale comme des armes pour voler les gens qui les aimaient. J'ai qu'à appeler vers 21h, sa voix creuse de défaite. Il m'expulse de l'école de droit, a-t-il dit sans préambule. Avec effet immédiat. Ils ont dit qu'accepter des paiements de scolarité provenant d'activités criminelles violait le code d'honneur. Je suis désolé, Jake. Je le suis vraiment. Non, tu ne le es pas. Tu es probablement heureux que ton petit frère parfait reçoive enfin ce qu'il mérite. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. Je voulais que nos parents arrêtent d'être des criminels. Ce ne sont pas des criminels, Perry. Ils ont pris de mauvaises décisions, mais ils essayaient d'aider la famille à réussir. Tu as tout détruit parce que tu ne pouvais pas voir la situation dans son ensemble. J'ai senti une vague familière de colère. Même maintenant,
face à l'effondrement de ses rêves, Jake ne pouvait toujours pas accepter que nos parents soient des voleurs. Jake, ils ont volé plus de 200 000 $ à nos propres membres de la famille. Ils ont laissé grand-mère Eleanor vivre avec 300 $ par mois pendant qu'ils volaient sa sécurité sociale. Ils ont forgé ma signature sur des demandes de prêt qui m'auraient laissé avec des centaines de milliers de dettes. Je n'ai jamais accepté ça. Ce ne sont pas de mauvaises décisions. Ce sont des crimes. Tu aurais pu gérer ça en privé. Tu aurais pu exiger l'argent et les laisser réparer ça tranquillement. Au lieu de ça, tu as déclenché l'apocalypse et impliqué la police. Ils volent depuis 3 ans, Jake. Ce n'était pas une erreur. C'était une entreprise criminelle. Comment exactement étais-je censé gérer ça en privé alors qu'ils avaient déjà prouvé qu'ils étaient prêts à commettre une fraude à grande échelle? Tu as envoyé nos parents en prison. Comprends-tu qu'ils vont passer des années en détention fédérale parce que tu ne pouvais pas pardonner un prêt familial? Ils se sont envoyés eux-mêmes en prison en choisissant d'être des criminels. J'ai juste refusé d'être leur victime plus longtemps. Jake a raccroché sans un autre mot. 1 heure plus tard, il a envoyé un SMS, « J'espère que tu es heureux. La famille est détruite. Maman est à l'hôpital sous surveillance suicide. Et papa parle de plaider coupable pour éviter une peine plus longue. Tu as eu ta vengeance. » J'ai montré le message à Marcus, qui a secoué la tête avec dégoût. Il essaie toujours de faire de toi le méchant. Même après tout ce qui est sorti, il ne peut pas accepter que tes parents sont des criminels et que tu es une victime. Peut-être que j'aurais dû essayer d'arranger ça en privé d'abord, ai-je dit. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le canapé de Marcus en fixant le plafond et en essayant de traiter l'effondrement complet de ma famille. En moins de 48 heures, les 2 parents avaient été arrêtés. Mon frère avait été expulsé de l'école de droit, et notre famille élargie avait découvert qu'ils avaient été systématiquement fraudés pendant des années. La maison où j'avais grandi était maintenant une scène de crime enveloppée de rubans jaunes et fouillée par des agents fédéraux. Les photos de famille sur le manteau de la cheminée, les décorations de Noël encore emballées dans le grenier. La table du dîner où nous avions partagé des milliers de repas, tout cela était entaché maintenant par la connaissance de ce que mes parents avaient fait derrière des portes closes. Mais alors que je restais là dans l'obscurité, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité. L'anxiété constante de bas niveau avec laquelle je vivais, le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas, le sentiment d'être exploité et non valorisé, tout cela s'était dissipé. J'avais 26 ans, je recommençais avec rien d'autre qu'une Honda Civic et les vêtements que j'avais emballés dans 3 valises. Mais j'étais libre des gens qui ne me voyaient que comme une ressource à exploiter. Peut-être que cela valait le prix que j'avais payé pour en arriver là. 6 mois plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience fédérale regardant mes parents accepter une négociation de peine qui les enverrait en prison pour 4 et 6 ans, respectivement. Maman a eu la peine la plus courte en échange de sa coopération avec les enquêteurs et de son aide pour récupérer les actifs volés cachés dans divers comptes. Papa, qui avait été l'architecte principal du stratagème, purgerait le terme le plus long. L'audience de restitution avait été particulièrement satisfaisante. Chaque victime a témoigné de l'impact du vol, des mois de malnutrition de grand-mère Eleanor à l'anxiété de l'oncle Tom de manquer d'économie de retraite. La juge avait été visiblement en colère en écoutant les témoignages sur l'abus envers les personnes âgées et la trahison familiale. Les accusés ont exploité les liens de confiance les plus sacrés, avait déclaré la juge Martinez lors de la condamnation. Ils ont utilisé l'amour familial comme une arme pour commettre une fraude systématique contre des gens qui les auraient aidés volontiers si on leur avait demandé honnêtement. Cela représente une forme de vol particulièrement cruel qui endommage non seulement la sécurité financière, mais aussi les relations humaines fondamentales. Jake avait témoigné comme témoin pour l'accusation, acceptant finalement qu'il avait été manipulé pour participer à une activité criminelle. Sa coopération l'avait gardé hors de prison, mais il avait quand même fait face à des conséquences, expulsé de l'école de droit, accablé de dettes de prêts étudiants pour une éducation qu'il ne pouvait pas terminer. Et faisant face à une condamnation pour complot qui l'empêcherait de jamais pratiquer le droit. Le lendemain de la condamnation, Jake et moi nous sommes rencontrés pour un café dans un petit magasin près de l'appartement de Marcus. Il avait l'air plus vieux, usé par des mois de procédures judiciaires et l'effondrement de tout ce qu'il avait prévu pour sa vie. J'ai pensé à ce que tu as dit, a-t-il commencé doucement, sur la façon dont je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait vraiment. Tu avais raison. Je savais que l'argent avait été pris sans ta permission et je me suis dit que c'était bon parce que nous étions une famille.
J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit. Je déménage dans l'Oregon le mois prochain. L'oncle Tom m'a offert un emploi dans son entreprise d'électricité. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour ma vie, mais c'est un travail honnête, et j'ai besoin de recommencer quelque part qui ne me rappelle pas tout ça. Jake m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un remords sincère dépouillé du sentiment d'avoir droit à tout et du mépris désinvolte qui avait caractérisé notre relation pendant des années. Perry, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Tu n'as pas détruit notre famille. Tu as exposé ce que nos parents avaient déjà détruit. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps pour voir ça. C'était la première véritable excuse que j'avais jamais reçue de mon frère, et cela signifiait plus que je ne l'avais prévu. La récupération financière avait dépassé les attentes. Entre les comptes gelés, les actifs saisis et les biens liquidés, les victimes avaient récupéré près de 90% de leur argent volé. J'avais récupéré 41 000 $. L'oncle Tom avait récupéré 36 000 $. Et les paiements de sécurité sociale de grand-mère Eleanor avaient été restaurés avec des arriérés couvrant toute la période où ils avaient été volés. Mais la véritable transformation de ma vie était venue d'une source inattendue. Au cours de l'enquête, j'avais rencontré plusieurs autres victimes de fraude qui n'étaient pas liées à ma famille, des gens qui avaient été arnaqués par des opérations sophistiquées. Des personnes âgées qui avaient perdu leurs économies au profit de criminels exploitant leur confiance et leur isolement. J'avais commencé à faire du bénévolat auprès d'une organisation à but non lucratif qui aidait les victimes de crimes financiers à naviguer dans le processus de récupération. Mon expérience de la documentation de la fraude et du travail avec les forces de l'ordre m'avait rendu exceptionnellement efficace pour aider d'autres personnes à rassembler des preuves et à demander justice. En 4 mois, l'organisation à but non lucratif m'avait offert un poste à temps plein en tant que défenseur des victimes. Le travail payait bien, semblait significatif et utilisait les compétences que j'avais développées à travers ma propre expérience traumatisante pour aider d'autres personnes à reconstruire leur vie. J'avais aussi déménagé de l'appartement de Marcus pour une petite maison que je louais avec une option d'achat. Ce n'était pas grand-chose, un bungalow de 2 chambres construit dans les années 1970, mais c'était à moi. Personne ne pouvait me l'enlever. Personne ne pouvait me voler pendant que je dormais, et personne ne pouvait revendiquer la propriété de mes revenus ou de mes économies. Grand-mère Eleanor était devenue un élément régulier de ma nouvelle vie. Une fois ses finances rétablies, elle avait quitté la résidence pour personnes âgées où mes parents l'avaient entreposée pour un bel appartement plus proche du centre-ville. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine et elle était devenue quelque chose comme mon parent de substitution, offrant le soutien inconditionnel et les soins sincères que je n'avais jamais reçus de mes parents biologiques. « Tu sais de quoi je suis la plus fière ?» m'a-t-elle dit un soir alors que nous partagions une pizza et regardions de vieux films. « Tu ne les as pas laissés te rendre amer. Tu as transformé ta douleur en but. Et maintenant tu aides d'autres personnes qui ont été blessées de la même manière. » Elle avait raison. La colère et la trahison que j'avais ressenties ce matin-là il y a 6 mois s'étaient transformées en quelque chose de plus productif. Chaque victime que j'aidais à récupérer de l'argent volé, chaque criminel que j'aidais à mettre en prison, chaque famille que j'aidais à reconstruire après un abus financier, tout cela ressemblait à de la justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient déjà été exploités par des gens censés les aimer. Mes parents avaient écrit des lettres de prison demandant pardon et demandant des visites. Je les avais lues, mais je n'avais pas répondu. Peut-être qu'un jour je serais prêt pour cette conversation, mais pas encore. Ils devaient purger leur peine, faire l'expérience de conséquences réelles pour leurs actions et démontrer un changement sincère avant que j'envisage de reconstruire une quelconque relation. Pour l'instant, je me concentrais sur la construction d'une nouvelle vie basée sur l'honnêteté, le respect et un véritable soutien mutuel. La famille dans laquelle j'étais né avait été bâtie sur l'exploitation et la manipulation. La famille que je choisissais de créer serait différente. Alors que j'étais assis dans mon petit salon ce soir-là, entouré de cartes de remerciements de victimes de fraude que j'avais aidées et de photos des gens qui se souciaient vraiment de moi, j'ai réalisé qu'il s'était passé quelque chose de profond. La pire trahison de ma vie m'avait conduit à découvrir mon véritable but et ma communauté authentique. Parfois, les pertes les plus dévastatrices créent de l'espace pour les gains les plus importants. Mes parents avaient volé mon argent, mais ils m'avaient donné par inadvertance quelque chose de bien plus précieux, la connaissance de qui j'étais vraiment et de ce dont j'étais capable quand je refusais d'être une victime. 2 ans après ce SMS dévastateur de 5 heures du matin, je me tenais dans le hall de mon propre immeuble de bureau, regardant à travers les portes vitrées ma dernière cliente marcher vers sa voiture avec un sourire satisfait.
Margaret Stevens, 73 ans, venait d'apprendre que nous avions récupéré 84 000 $ que son neveu avait volés de son fonds de retraite. Plus important encore, il allait en prison pour abus sur personnes âgées, et elle n'aurait plus jamais à craindre sa manipulation. Mon entreprise, Jameson Financial Recovery Service, avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible. Ce qui avait commencé comme du bénévolat avait évolué en un cabinet de conseil à service complet, aidant les victimes de fraude à naviguer dans le processus complexe de récupération financière et de poursuite pénale. J'employais 6 personnes maintenant, dont 2 anciens agents fédéraux et un examinateur de fraude certifié. Le travail était stimulant et émotionnellement exigeant, mais profondément satisfaisant. Chaque cas me rappelait pourquoi j'avais choisi cette voie. Chaque dollar récupéré représentait la justice pour des gens qui avaient été trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Grand-mère Eleanor avait emménagé dans la chambre d'amis de ma maison le printemps précédent. À 82 ans, elle était toujours vive et indépendante, mais elle aimait avoir de la famille à proximité, et j'aimais avoir sa sagesse et sa compagnie. Elle était devenue ma conseillère la plus proche, tant personnellement que professionnellement, offrant des perspectives qui ne venaient que de 8 décennies passées à regarder les gens naviguer dans les complexités de la vie. « Tu as construit quelque chose de spécial ici », a-t-elle dit ce soir-là alors que nous partagions le dîner sur mon patio arrière. Tes parents pensaient apprendre à être faibles et dociles. Au lieu de cela, ils t'ont appris à être fort et autonome. Jake avait rendu visite pour la première fois le mois précédent. Il travaillait dans l'Oregon depuis 18 mois, apprenant le travail d'électricien et reconstruisant sa vie $1 honnête à la fois. Le sentiment d'avoir droit à tout et la cruauté désinvolte qui avait caractérisé notre relation pendant des années avait été remplacé par de l'humilité et un respect sincère. « Je veux te montrer quelque chose », avait-il dit lors de sa visite, sortant son téléphone pour afficher un solde de compte d'épargne. 12 400 $. Ce n'est pas beaucoup, mais j'ai gagné chaque centime. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire par la dignité du travail honnête. Il s'était excusé à nouveau, plus complètement cette fois, reconnaissant non seulement sa participation au vol, mais des années à me traiter comme moins précieux que lui-même. La conversation avait été difficile, mais nécessaire, et elle avait ouvert la possibilité de reconstruire notre relation sur des termes plus honnêtes. « Je sais que je ne peux pas défaire les dégâts », avait-il dit. « Mais je veux être quelqu'un digne d'être ton frère à nouveau. » Cela prendrait du temps, mais j'étais prêt à essayer. Mes parents avaient été libérés de la prison fédérale 3 mois plus tôt pour bonne conduite. Ils avaient tous deux écrit des lettres demandant à se rencontrer, prétendant avoir utilisé leur temps d'incarcération pour la réflexion et la croissance personnelle. Je n'étais pas encore prêt pour ça, mais je ne l'avais pas totalement exclu. Le pardon, j'avais appris, ne nécessitait pas la réconciliation. Je leur avais pardonné dans le sens où j'avais libéré ma colère et mon ressentiment, mais la confiance devrait être gagnée par un comportement changé et constant au fil du temps. Si ce jour venait, j'y serais ouvert. Sinon, je me contenterais des limites que j'avais établies. Les nouvelles du soir passaient en arrière-plan alors que grand-mère Eleanor et moi finissions de dîner. Une histoire sur une affaire majeure de fraude d'entreprise. Des centaines de millions volés dans des fonds de pension. Des milliers de familles touchées. J'ai regardé avec un intérêt professionnel, notant automatiquement les techniques d'enquête et les stratégies juridiques employées. Tu penses à prendre cette affaire, n'est-ce pas, a demandé grand-mère Eleanor, lisant mon expression. Peut-être. Des cas aussi gros nécessitent des mois de travail, mais ils aident aussi des milliers de personnes. C'est exactement le genre de choses que nous avons commencé cette entreprise pour gérer. Elle a souri avec approbation. Tes parents pensaient voler ton avenir quand ils ont pris cet argent. Au lieu de cela, ils t'ont forcé à créer un avenir bien meilleur que tu ne l'avais jamais prévu. Parfois, les pires choses qui nous arrivent deviennent la fondation des meilleures choses que nous construisons. Cette nuit-là, en révisant des dossiers de cas dans mon bureau à domicile, j'ai réfléchi au voyage qui m'avait amené ici. Le jeune homme effrayé et confus qui s'était réveillé avec ses SMS dévastateurs ressemblait peu au professionnel confiant que j'étais devenu. La trahison avait blessé profondément, mais elle avait aussi révélé des forces que je ne savais pas posséder. La documentation systématique que j'avais instinctivement maintenue était devenue la base de ma carrière. Le courage de tenir tête à la manipulation familiale s'était développé en la colonne vertébrale nécessaire pour affronter des criminels puissants et des institutions corrompues. Plus important encore, j'avais appris que la famille n'était pas définie par le sang ou l'obligation, mais par des soins sincères et un respect mutuel.
Les gens qui m'aimaient vraiment avaient soutenu ma décision de poursuivre la justice même quand c'était douloureux. Les gens qui m'avaient exploité s'étaient révélés par leur réaction à la responsabilité. Grand-mère Eleanor était ma famille. Marcus était ma famille. L'oncle Tom et sa femme Suzanne, qui m'avaient invité à chaque fête depuis le procès, étaient ma famille. J'ai travaillé pour redevenir de la famille grâce à un comportement changé et une confiance gagnée. Les collègues qui se battaient à mes côtés pour les droits des victimes étaient ma famille. Les parents biologiques qui m'avaient vu comme rien de plus qu'une ressource à exploiter. C'étaient des gens avec qui je partageais de l'ADN, rien de plus. Alors que je me préparais à aller au lit, mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. J'ai vu l'histoire sur cette affaire de fonds de pension aux infos. Tu penses à la prendre? Déjà soumis notre proposition pour représenter les victimes, ai-je répondu par texto. Ça pourrait être la plus grosse affaire qu'on ait jamais traitée. Perry Jameson, croisé de la justice. Je suis fier de tout le chemin que tu as parcouru, mec. J'ai souri en éteignant les lumières. Il y a 2 ans, je vivais dans ma chambre d'enfant, lentement vidé de tout ce pourquoi j'avais travaillé par des gens qui prétendaient m'aimer. Ce soir, je vivais dans ma propre maison, dirigeant une entreprise prospère et entouré de gens qui me respectaient pour qui j'étais vraiment. Le voyage de victime à défenseur n'avait pas été facile, mais il avait valu chaque étape difficile. Avant de fermer mon ordinateur portable, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à taper, à quiconque pourrait lire cette histoire et reconnaître sa propre situation, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'abus parce que quelqu'un partage votre nom de famille ou prétend vous aimer. Le véritable amour respecte les limites, la communication honnête et l'autonomie individuelle. Si quelqu'un vous vole, vous manipule ou vous traite comme moins qu'humain, il n'agit pas par amour, peu importe ce qu'il prétend. Vous avez le droit de vous protéger, d'exiger l'honnêteté et de vous éloigner des relations qui vous nuisent. Les gens qui se soucient vraiment de votre bien-être soutiendront vos efforts pour créer des limites saines, même quand c'est gênant pour eux. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de permettre son comportement destructeur en imposant des conséquences réelles. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de construire une nouvelle vie avec des gens qui voient votre vraie valeur.